Trump détient l'initiative dans le conflit avec l'Iran. Il peut suspendre la campagne aérienne, revenir à la diplomatie ou initier la prochaine escalade. Mais ces dernières semaines, ce contrôle a commencé à lui échapper, alors que le conflit s'étend sur plusieurs fronts. L'Iran et ses supplétifs ont attaqué les forces américaines en Jordanie et au Koweït. En réponse, Washington a frappé des positions liées à l'Iran en Irak et a redéployé des F-16, des F-35 et des avions ravitailleurs en périphérie. Pendant ce temps, les Houthis ont commencé à cibler les exportations saoudiennes et ont frappé à l'intérieur du royaume pour la première fois depuis 2022. Le Pentagone peut choisir l'escalade, mais chaque option invite à une riposte plus large. Les frappes imitées ont fait leur temps, tandis qu'une attaque plus large, comme sur des ponts et des centrales électriques, pourrait déclencher des représailles contre les infrastructures du Golfe. L'implication d'Israël n'est pas souhaitable et ne ferait qu'entraîner plus de nations dans le conflit. Même une petite opération terrestre est risquée, car elle pourrait piéger les troupes américaines sous des tirs constants. La diplomatie offre une issue, mais Donald Trump aurait du mal à la défendre chez lui. L'Iran veut la levée des sanctions et la reconnaissance de son influence sur le détroit d'Ormuz. Ces concessions pourraient rétablir une certaine stabilité, mais elles provoqueraient aussi les partisans bellicistes de Donald Trump, les parlementaires républicains et les groupes de pression israéliens. Et donc, ironiquement, l'accord le plus susceptible de mettre fin à la guerre est aussi celui que Donald Trump peut le moins se permettre de conclure. L'entourage proche de Donald Trump est partagé sur l'Iran. Certains souhaitent des frappes plus fortes, d'autres préfèrent négocier. Hegseth mène le premier camp. Il soutient une nouvelle campagne visant à détruire l'arsenal de missiles iranien, affirmant que des frappes plus massives pourraient forcer la main de Téhéran, même si les attaques jusqu'à présent ont changé très peu de choses. Le général Kane, président des chefs d'état-major interarmés, a adopté une position plus prudente. Il est ouvert à une nouvelle série d'hostilités, mais met également en garde contre une escalade du conflit et souligne les engagements de l'Amérique envers ses alliés ailleurs. Rubio, quant à lui, continue de privilégier la diplomatie. Il insiste sur le fait que l'Iran doit négocier de manière plus sérieuse et présente la guerre comme un combat pour la liberté de navigation, dont dépend le commerce mondial. Vance a également plaidé en privé pour des négociations. Comme Kane, il s'interroge sur ce que l'escalade du conflit permettrait réellement d'accomplir, bien qu'il ait clairement indiqué qu'il soutiendra tout ce que le président décidera. Pris entre ces positions, Trump n'a pas encore défini de politique claire. Son administration n'arrive toujours pas à se mettre d'accord sur l'objectif. Empêcher l'Iran d'obtenir la bombe, rouvrir le détroit d'Ormuz ou détruire l'arsenal de missiles iraniens. En réalité, personne n'a encore déterminé comment la guerre est censée se terminer. Au cœur du différend se trouve le détroit d'Ormuz. L'Iran insiste pour que tout règlement d'après-guerre reconnaisse son droit de percevoir des droits de passage sur les navires traversant le détroit. Téhéran affirme que cela était sous-entendu dans l'accord de juin. L'Amérique, cependant, n'est pas d'accord. Oman aurait obtenu le soutien des pays arabes du Golfe pour un système de péage volontaire, mais Washington et Téhéran restent très éloignés l'un de l'autre. Ainsi, lorsque les Américains ont rejeté la position de l'Iran, cela a déclenché des semaines d'attaques et de contre-attaques, principalement initiées par les États-Unis. Les combats, les plus violents depuis le cessez-le-feu d'avril, ont eu l'effet opposé à ce qu'espéraient les États-Unis. L'Iran a résisté et poursuivi le combat. Et ce faisant, en encaissant les frappes sans reculer, l'Iran a montré que la pression militaire ne le forcerait pas à faire des compromis. Et cette nouvelle confiance change à peu près tout. Un nouvel accord demanderait désormais des concessions plus importantes qu'avant. Trump pourrait devoir assouplir davantage de sanctions, rétablir l'accès de l'Iran au marché pétrolier et libérer des avoirs supplémentaires avant que Téhéran n'abandonne quoi que ce soit en retour. Le plus problématique de tout, c'est que Trump pourrait devoir accepter une certaine forme d'hégémonie iranienne sur le détroit d'Ormuz. Mais un accord à ces conditions ne réglerait que la crise immédiate. L'arsenal de missiles de l'Iran, son programme nucléaire et ses forces par procuration dans la région nécessiteraient un tout autre ensemble de négociations et de concessions. La diplomatie donc est possible, mais politiquement risquée. Un sondage réalisé par Reuters et Ipsos, publié le 28 juillet,
a révélé qu'environ un tiers seulement des Américains approuvaient la gestion de la guerre par Trump. À des stades similaires, le soutien du public était plus élevé pour les guerres en Irak et en Afghanistan, ainsi que pour la campagne contre l'État islamique. Trump doit donc mettre fin à cette guerre impopulaire, sans donner l'impression que l'Iran est récompensé pour avoir riposté. Et plus le conflit dure, plus il devient difficile de défendre cette position. La campagne a déjà coûté environ 37 milliards de dollars, tandis que le Pentagone demande encore 67 milliards de dollars. En même temps, les hostilités en Iran, au Liban, à Gaza et en Ukraine épuisent les stocks américains de missiles de défense aérienne avancés et d'armes à longue portée. Ce tableau du CSIS permet de mieux comprendre la situation. Ces estimations doivent être prises avec prudence, mais elles montrent essentiellement que la guerre avec l'Iran a vidé le stock de défense aérienne des États-Unis. Les stocks de Patriot seraient tombés à moins de 1000 intercepteurs, tandis que ceux du Stade seraient réduits à environ 250. Il faudra des années pour les remplacer. Les cycles de production des Tomahawk, THAAD et Patriot dépassent 3 ans, tandis que les principales commandes de Patriot financées lors de l'exercice 2027 ne devraient pas arriver avant mai 2029. Le Congrès comprend la pression, mais il dispose de peu d'outils pratiques pour empêcher le président d'agir. Le 23 juillet, la Chambre des représentants a adopté de justesse une résolution sur les pouvoirs de guerre, par 214 voix contre 208. Mais celle-ci a échoué au Sénat, par 47 voix contre 49. Mais même si une autre résolution était adoptée par les deux chambres, Donald Trump pourrait y opposer son veto. Donc, au-delà de sa portée symbolique, une telle résolution n'accomplirait pas grand-chose. En réponse, les démocrates essaient maintenant de retarder le projet de loi annuel sur la défense en raison du coût de la guerre. Cette pression pourrait s'amplifier à l'approche des élections de mi-mandat en novembre, lorsqu'un mécontentement plus large envers l'administration pourrait coûter aux républicains le contrôle du Congrès. Pourtant, la plus forte résistance à un accord vient du camp même de Trump. Les faucons républicains, les groupes de lobbying pro-israéliens et le gouvernement israélien s'opposent fermement à l'allègement des sanctions, à l'influence iranienne sur le détroit d'Ormuz, ou à toute promesse de limiter les futures frappes américaines et israéliennes. Ainsi, la Maison-Blanche se retrouve piégée entre deux choix politiquement dangereux. Une guerre plus large renforcerait le camp anti-guerre, tandis qu'un compromis majeur mettrait en colère les faucons anti-Iran. Jusqu'à présent, les marchés n'ont pas assez fait pression pour imposer la retenue à l'un ou l'autre. Le pétrole reste en dessous de 100 $ le baril, ce qui est bien en dessous des 150 ou 200 $ autrefois prévus en cas de fermeture prolongée d'Ormuz. Dans la situation actuelle, le Congrès ne peut pas arrêter le conflit. La pression économique reste gérable, et la diplomatie exigerait des concessions que Trump aurait du mal à défendre. Donc pour l'exécutif, l'escalade peut comporter de plus grands risques, mais politiquement, cela reste le choix le plus sûr. Les États-Unis disposent maintenant de 5 grandes options pour intensifier le conflit. Chacune d'elles étant la guerre au-delà de l'Iran de différentes manières. Téhéran a généralement adapté sa réponse à l'ampleur de l'action américaine, mais les ultra-conservateurs dominent désormais sa politique de défense. Ainsi, la prochaine riposte pourrait être moins proportionnée et plus régionale. Dans tous les cas, pour Trump, la première option est de reprendre des frappes localisées. Les avions américains pourraient cibler des positions iraniennes dans et autour d'Ormuz. Ils pourraient bombarder des installations militaires liées au blocus, ainsi que des cibles près de Bandar Abbas. L'Iran répondrait probablement en attaquant les bases et les infrastructures américaines dans la région. Le Koweït, Bahreïn et la Jordanie comptent parmi les plus exposés à cet égard. Ce serait la campagne la plus facile à relancer. Mais le CENTCOM estime que les frappes précédentes se sont révélées inefficaces pour changer le comportement politique de l'Iran. La deuxième option est plus vaste. Donald Trump a plusieurs fois menacé de bombarder les ponts et centrales électriques iraniennes, ces infrastructures essentielles au pays. Le but serait d'infliger un coût économique élevé que les frappes contre des cibles militaires n'ont pas réussi à infliger. La guerre contre les infrastructures est à double tranchant. L'Iran pourrait frapper des centrales électriques, des ports, des raffineries et même des usines de dessalement à travers le Golfe et en Israël. Pendant la période la plus chaude de l'année, des dégâts au système d'électricité et d'eau pourraient rapidement se transformer en catastrophe humanitaire. Les déclarations publiques de Trump montrent qu'il privilégie cette option, mais aller jusqu'au bout pourrait se retourner spectaculairement contre lui.
Troisième option, laisser Israël mener l'action. Washington pourrait encourager de nouvelles frappes israéliennes, dans le but de restreindre géographiquement le conflit à un affrontement entre l'Iran et Israël. Cela réduirait le rôle de l'Amérique, du moins en apparence, et Netanyahou aurait peut-être proposé cette approche lors de sa récente visite à la Maison-Blanche. Cependant, les conditions sur le terrain ont considérablement changé depuis la guerre de 12 jours en 2025. Il est peu probable que l'Iran riposte contre Israël seul. Les pays accueillant des troupes américaines seraient tout de même impliqués si Téhéran estimait que Washington était derrière l'attaque. La quatrième option est une nouvelle campagne coordonnée de choc et d'effroi menée par les États-Unis à Israël. Pensez à des tentatives d'assassinat, des raids secrets, des attaques contre les infrastructures énergétiques, et un nouvel effort pour déstabiliser la direction iranienne. L'objectif serait d'affaiblir les partisans de la ligne dure, de démontrer une force écrasante, puis de négocier à partir d'une position de force. Mais les arguments pour cette option ne sont pas convaincants. Non seulement une autre attaque échouerait probablement à déstabiliser le gouvernement iranien, mais elle déclencherait presque à coup sûr des représailles dans toute la région. Néanmoins, Donald Trump pourrait quand même choisir cette option s'il pense qu'une dernière offensive lui permettrait de conclure un accord avec les faucons anti-Iran au Congrès. La cinquième option mène à une guerre terrestre. Les États-Unis disposent de suffisamment de forces dans la région pour s'emparer de Karg, d'Abu Moussa ou de l'île de Keshm, et potentiellement établir un point d'appui sur la côte iranienne. Washington pourrait alors tenter d'échanger ce territoire contre des concessions concernant le détroit d'Ormuz. Mais la possession de territoire crée des obligations, et cette option en particulier risque d'entraîner les États-Unis dans une guerre terrestre à durée indéterminée qui pourrait durer des mois. Pendant ce temps, les troupes américaines devraient défendre des positions exposées contre les drones et les missiles, tandis que l'Iran chercherait à maximiser les pertes américaines. Pendant ce temps, dans le pays, et même au Sénat, le soutien politique s'effondrerait. Ce qui était censé servir de moyen de pression pourrait rapidement devenir un handicap. Pris ensemble, ces options diffèrent par leur ampleur, mais elles vont toutes dans la même direction. Chacune élargit la guerre sans résoudre le différend qui l'a déclenché. Donald Trump peut encore choisir la diplomatie, mais le prix d'un accord est désormais plus élevé qu'auparavant. Et étant donné le choix, il peut être plus facile de lancer une guerre que de défendre un compromis. La paix, après tout, peut sauver des vies, mais la guerre permet souvent de sauver la face. Merci pour votre temps et salutations.